Il est temps de passer à un autre axe clé de la décarbonation, un axe essentiel. On a vu le poids de la matière première agricole dans le bilan carbone des produits alimentaires. Donc un enjeu clé, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est aussi la valorisation des coproduits afin que la matière produite soit réellement utilisée. Des opportunités sont à saisir en la matière. J'ai le plaisir d'appeler Frédéric Mince. Vous êtes le directeur technologique d'Upcycling. Bonjour Frédéric. Je vous invite à prendre un micro. Vous remplacez Arnaud Orge, Turbin, responsable scientifique. Oui, on peut l'applaudir. Bienvenue Frédéric. Upcycling, une jeune société créée en juillet 2021 par Jean-Pascal Berger, Myriam Tellu et vous-même. L'objectif, aider les professionnels de l'agroalimentaire à mettre en place in situ, c'est le terme important, on va y revenir, des voies de valorisation des coproduits. C'est une façon de répondre aux défis logistiques, aux défis aussi techniques de stabilité, de valorisation des coproduits. Alors, vous avez une méthode, une solution qui est modulaire et qui s'adapte à différents intrants. Alors peut-être d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet de la méthode et de la solution, est-ce qu'on peut parler des gisements qui sont disponibles justement, si on dit que des opportunités sont à saisir, est-ce que vous pouvez nous le rendre objectif? Alors d'abord, est-ce qu'il marche ce micro? Oui, vous on m'entendez? vous entend. Très bien. Bonjour à tous. Oui, alors effectivement, on vient de créer cette société. Donc c'est une jeune société avec des vieux experts. Donc ça, c'est mes cheveux blancs qui vont vous montrer ça. Et puis je ne suis pas le seul dans l'équipe à avoir des cheveux blancs. Donc voilà. Donc effectivement... Alors pour passer le diaporama, c'est ici, c'est voilà. Les flèches. Donc en fait, effectivement, notre proposition, c'est d'aider les industriels de l'agroalimentaire à maximiser la valeur de leurs coproduits. Le mot que vous connaissez, c'est déchets. Nous, on ne l'emploie plus, ce mot-là, depuis un petit moment déjà. Donc alors, ces coproduits, voilà, quelles sont les sources de gisements, en l'occurrence? Alors, les sources de gisements, c'est globalement les gisements de l'industrie agroalimentaire. Donc, on vous les a listés ici. Je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert, mais on va vraiment toucher à peu près tous les secteurs, qu'ils soient animaux ou végétaux. Avec des expertises un peu plus marquées dans d'autres et des solutions immédiatement disponibles dans certains secteurs et un peu de R&D sur d'autres secteurs où il va falloir vraiment essayer de décortiquer le produit ou les produits pour en maximiser la valeur vers tel et tel secteur. Et ça, je vais vous expliquer ce que ça veut dire juste après. Alors, soyons clairs, c'est vrai que l'industrie agroalimentaire, c'est presque son ADN que de chercher à valoriser toutes les matières premières, que ce soit végétales ou animales. Pour autant, il y a encore des gisements, mais des gisements, ça ne veut pas forcément dire peut-être des matières premières qui ne sont pas exploitées ou des coproduits qui ne sont pas exploités, mais ça peut être aussi de mieux les valoriser, c'est-à-dire vers d'autres débouchés. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'industries agroalimentaires les industries agroalimentaires produisent des produits alimentaires. Okay, ça, on est d'accord. Donc leur ADN, leur schéma mental, notre schéma mental, j'ai travaillé des années et des années dans l'industrie agroalimentaire, c'est de produire le meilleur produit agroalimentaire possible. Et le coproduit, souvent, il est confié, entre guillemets, à une sorte de société d'équarrissage, par exemple, ou autre, suivant le métier dans lequel on est, qui va le gérer. Okay, et là, on ne s'en occupe pas. Qu'il passe 2-3 jours dans la zone déchets ou même dans le container à côté, bon, c'est dommage, mais on n'a pas le temps de s'en occuper. Il n'y a évidemment personne à blâmer. C'est externalisé et c'est pas forcément valorisé, bien valorisé. Donc ça va vers quoi? Vers la nutrition animale? Donc effectivement, la valeur est minimale puisque la qualité du produit n'est pas prise en compte, on ne s'en occupe pas. Donc effectivement, ça va, je dirais presque au mieux vers l'alimentation animale et au pire, c'est brûlé, quoi. Et donc effectivement, vous soulevez tout de suite un point, c'est que la règle un peu générale, c'est effectivement de s'appuyer sur un prestataire, donc d'externaliser, parce que ça veut dire qu'un des défis de la valorisation des coproduits, c'est justement ce maillon logistique, et ça a été peut-être votre point de départ de vous dire, c'est ce maillon qu'il faudrait supprimer et internaliser. Alors le maillon logistique, effectivement, il pose deux gros problèmes. Il pose un problème de coût de transport, évidemment, et effectivement, plus l'industriel est loin de la zone de valorisation où on s'occupe, où on détruit, où on sous-valorise le coproduit, moins la valeur qu'il va en récupérer est importante. Et quelquefois, alors je pense que certains d'entre vous sont même dans ce cas de figure, l'industriel doit payer
pour qu'on lui prenne son coproduit, puisqu'il a une obligation de s'en débarrasser. Et l'autre problème posé, bien entendu, c'est que plus le coproduit voyage, alors d'abord, plus le coproduit a séjourné dans le container et plus il voyage, plus la qualité est dégradée et moins on a de possibilités de valorisation. Alors justement, venons-en au fait, comment changer de paradigme et aller vers une valorisation in situ? Alors, là on avait quelques chiffres. On avait prévu de vous donner quelques chiffres sur finalement les quantités de coproduits mondialement qui sont générés et à peu près ce que ça représente en termes d'impact environnemental ou en tout cas ce qu'on pourrait récupérer en termes soit de nourriture, soit d'autres utilisations. Hein. Donc, vous voyez, c'est assez colossal. Hein. On gaspille tous les ans en aliments potentiels l'équivalent pour nourrir 870 millions de personnes. C'est quand même un petit peu trop. On a des pertes en termes de dollars, de quasiment 1000 milliards. Et on perd une quantité de matière qui pourrait être produite sur l'équivalent de la Chine en termes de surface agricole. Voilà. Et globalement, ces volumes, c'est lié à des difficultés logistiques et de conservation au long de la chaîne logistique. Alors, bien entendu, en un claquement de doigts, on ne va pas résoudre le problème. Hein, il y a des tas de problèmes. Nous, quand on travaille avec nos clients, il y a une chose qui malheureusement est à mettre en place, c'est que pour valoriser le coproduit, il y a un moment où il faut investir. Donc l'argent, malgré le fait que le retour sur investissement est souvent rapide, je pourrais vous en parler, l'argent est évidemment un des freins, la capacité d'investissement. Encore une fois, on se concentre sur le produit. Le coproduit, c'est un deuxième problème. Alors, venons-en justement à cette méthode que vous avez développée. Alors, donc, comme je vous le disais, actuellement, le coproduit, il est à la sortie de l'usine, il est récupéré par une société spécialisée. Il n'y en a pas beaucoup en France, des sociétés spécialisées qui font ça. Et il est transporté. Donc, l'avantage pour l'industriel, c'est un problème qui est externalisé. Il ne s'en occupe pas. Et il n'a aucune précaution spécifique à prendre. Les inconvénients, pour aller au cours, c'est vraiment qu'on minimise la valorisation et avec un produit alimentaire qui pourrait être consommé, on en fait quelque chose qui n'est plus consommé. On perd la capacité nutritionnelle et on va vers d'autres marchés qui sont inférieurs. Nous, ce qu'on propose, c'est de convertir localement. Si on convertit localement, on va maximiser la qualité. Le coproduit peut être traité comme un produit. Et donc mieux valorisé. Et donc vous pouvez... Alors évidemment, c'est un changement, dans beaucoup d'esprits, c'est un changement important, notamment au niveau des opérateurs, c'est quelque chose à gérer. On ne traite plus ce coproduit comme un déchet, c'est un produit, ça devient un produit à côté du produit, un coproduit. Alors ça veut dire qu'il faut intervenir sur au moins 2 points, la collecte au plus près de la ligne du coproduit et puis évidemment la transformation de ce coproduit. Où est-ce que vous vous positionnez? Alors en fait, nous on ne va pas se positionner, on va... ce qu'on offre, c'est une prestation clé en main au client, c'est-à-dire qu'on va étudier la configuration de son usine, ce qu'il a à son gisement, et on va essayer de minimiser évidemment l'investissement en utilisant ce qui existe. Donc s'il y a la place dans son usine, d'un point de vue surface et d'un point de vue gestion des flux, si je vous parle marche en avant, je pense qu'il n'y en a pas un de vous qui ne sait pas de quoi je parle. Donc voilà, donc c'est des choses à gérer. Donc s'il y a la place dans l'usine ou à proximité immédiate de l'usine, c'est très bien. On a certaines adaptations à faire et les machines à acheter. Alors, quelle machine? De quoi on parle en fait? Parce que j'imagine qu'il y a une innovation technologique, autrement les industriels auraient déjà eu l'idée. Quel est le bénéfice et quelle est l'innovation que vous apportez? Alors, moi, l'innovation, je vais pas être politiquement correct, mais je ne suis pas un fan. Oui, effectivement. Alors, ça, c'est mal de dire ça. On n'est pas obligatoirement innovant en termes de procédés. D'accord. On va utiliser des broyeurs, on va utiliser des réacteurs enzymatiques, on va utiliser... des équipements de séchage, voilà. Donc là,
Rien d'innovant. Par contre, la première innovation, c'est d'amener le traitement des coproduits dans l'usine. La deuxième innovation, après, ou les deuxièmes innovations, ça va être de résoudre des problèmes spécifiques liés à certains coproduits. Si je vous parle d'hydrolyse enzymatique, vous prenez un morceau de viande, vous le mettez dans un réacteur, vous avez un hydrolysase, c'est relativement facile quand on sait faire de l'hydrolyse enzymatique. Vous prenez, enfin quand on a l'expertise, voilà. Maintenant, vous prenez une carapace de crustacé, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, il faut par contre mettre en avant des innovations pour arriver à solubiliser ce que vous avez à solubiliser dans la carapace de crustacé. Donc c'est des innovations, là, il y a des innovations. Des étapes préalables au traitement enzymatique. Qui font que, par rapport à ces verrous-là, à certains verrous qui correspondent à certains coproduits, il y a effectivement une nécessité d'injecter de l'innovation. Dans certains cas, on sait faire. Dans d'autres cas, on va aussi... Et on a aussi lancé des programmes pour déverrouiller ces verrous. Donc ce que je comprends, c'est que ce n'est pas seulement évidemment des technologies mécaniques, mais ça peut être aussi des process de température ou d'autres process qui vont venir permettre effectivement de travailler par catalyse enzymatique cette matière première. Voilà, en fait, on utilise les procédés qui sont les procédés de l'industrie agroalimentaire. On utilise les procédés qui sont les procédés de l'industrie agroalimentaire qu'on applique à nos coproduits. Okay, puisque souvent on va orienter vers le food, on peut faire, je vous donne un exemple, on peut faire avec la chair résiduelle sur des arêtes de poisson, on peut faire des burgers de poisson. Donc là on va être complètement dans des procédés 100% alimentaires. Et en même temps avec les arêtes, on va faire du broyage, du séchage, du lavage, du broyage, du séchage. On est encore dans des procédés alimentaires. Alors, des innovations sur les étapes préalables, et puis j'imagine que vous apportez aussi ces process de technologie enzymatique de façon adaptée aux différentes situations. Vous avez parlé de place, mais il faut aussi se connecter au flux, au fluide. Comment ça se fait? Est-ce que vous avez effectivement standardisé cette approche? Alors, en fait, dans notre métier, c'est vrai que la standardisation, c'est quelque chose de compliqué. On a développé un container un peu clé en main qu'on appelle plug and play qui peut contenir l'ensemble des opérations unitaires qui permettent de valoriser une grande partie des coproduits. Puis après, on enlève le module qui nous intéresse pas. Là où on va devoir adapter, c'est évidemment en termes de capacité. Ce container-là, vous voyez, c'est deux containers 20 pieds l'un sur l'autre. Ce container-là, il a une capacité de 500 kWh. C'est pas mal déjà, mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas suffisant. Donc déjà, il va falloir adapter la taille des équipements. Et effectivement, l'hydrolyse enzymatique de tel composé n'est pas du tout l'hydrolyse enzymatique de tel autre composé. Il faut jouer avec les phases d'hydrolyse, il faut jouer avec les températures d'hydrolyse, il faut jouer avec les cocktails enzymatiques qu'on utilise en phase 1, en phase 2, en phase 3 d'hydrolyse. Donc il y a une complexité du procédé, par exemple, d'hydrolyse, qui est quelque chose qu'on utilise beaucoup parce que ce qu'on veut faire souvent, c'est solubiliser les composés d'intérêt pour pouvoir ensuite éventuellement les séparer, les concentrer en ayant enlevé un autre composé qu'on va valoriser d'une autre façon. Donc l'hydrolyse est quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et effectivement, l'hydrolyse, c'est pas en achetant une enzyme à Monsieur Novozymes que vous allez savoir faire de l'hydrolyse, quoi. Bien entendu. Il y a de la complexité. Dernière question pour conclure votre intervention. Est-ce qu'il y a des premières applications? Est-ce que vous pourriez illustrer déjà des choses qui se font avec cette technologie? Enfin, et votre approche? Bon, voilà, ça c'est un peu notre expérience. Alors, les retours d'expérience. Ouais, comme je vous disais, on est une jeune société, mais on a fait pas mal de choses qu'on utilise maintenant, qu'on injecte pour nos clients. Les 53 projets, c'est 53 projets menés depuis la création de la société? Alors non. Ah non, c'est ça. Non, voilà. Non, mais on a travaillé sur une cinquantaine de projets équivalents. On offre effectivement une expertise, pas seulement en Bretagne, mais dans des tas de pays. Alors, pas mal de pays qui se terminent par STAN, malheureusement, en ce moment, c'est un peu compliqué. Voilà, donc on travaille aussi pas mal international. Alors, les retours d'expérience. Voilà, donc je vais vous en faire quelques-uns, mais c'est vrai qu'en ce moment, on travaille dans la biscuiterie et une des voies de valorisation, vous voyez, c'est assez simple, c'est de dire, écoutez, vous avez
tel résidu, tel coproduit qui est perdu sur votre ligne, on le récupère correctement et on le réinjecte dans des formulations de biscuits ou vers des marchés de l'alimentation animale. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que on est capable, dans beaucoup de cas, d'orienter nos clients et d'amener nos clients vers leurs acheteurs futurs. Donc avant l'investissement, qu'on va leur avoir dimensionné, avant l'investissement, ils vont être capables d'être à peu près sûrs qu'ils vont arriver à vendre les produits qu'ils fabriqueront. Okay, donc un autre exemple, je vais prendre un exemple produit de la mer, PDM. Je vous disais effectivement, quelqu'un qui fait du poisson, du filet de poisson, donc un marailleur, c'est un des clients qu'on a actuellement, fait des filets de poisson sans arête, et il se retrouve avec des têtes, des arêtes avec beaucoup de chair dessus. Donc là, vous voyez, il y a de suite, on voit de suite qu'il y a différents composés d'intérêt qu'il est possible de récupérer. Donc il faut, nous on ne va jamais chercher la petite molécule du petit pépin de tomate qui représente 0,1% de la quantité, puisque si on la récupère, cette molécule, on a toujours 99,99% du produit sous les... Nous on fait de la valorisation intégrale, donc on va toujours chercher pour cette partie du coproduit, une valorisation, cette autre partie, une autre valorisation, et cet autre produit, une autre valorisation, qui va maximiser finalement le retour sur investissement. Et donc dans le poisson, la chair résiduelle, on l'extrait on fait ce qu'on appelle de la séparation mécanique, hein, on l'extrait et on peut, comme on a une qualité alimentaire, l'amener vers, comme je disais tout à l'heure, les burgers, les tartes, les soupes ou des choses comme ça. Le résidu, l'arête, il va encore rester un petit peu de chair, et l'arête. L'arête, elle est intéressante pour ses teneurs en minéraux. Donc, on va nettoyer l'arête par hydrolyse enzymatique, ce qui va nous donner un hydrolysat et une arête propre. L'arête propre, on va la broyer, la sécher, ou la sécher, la broyer, ça dépend. Et l'hydrolysat, on va éventuellement le concentrer, le vendre en concentré pour de la biofertilisation, par exemple. L'arête, la poudre d'arête part en nutraceutique, hein. Donc des marchés à haute valeur ajoutée, mais des marchés qui ne sont pas énormes. Et l'hydrolysat va partir soit en biofertilisant, soit en alimentation animale, soit même en alimentation humaine, en nutraceutique aussi. Merci Frédéric pour ces illustrations très concrètes et cette effectivement nouvelle approche à la base de différentes technologies pour mieux valoriser les coproduits. Avec grand plaisir. On peut l'applaudir pour son intervention. Séance de questions immédiatement. Est-ce que des précisions peuvent être amenées, des questionnements? Oui, une question devant. Merci de vous présenter avant de poser votre question. Alors pour info, on a un stand au Hall 6, hein, si vous voulez discuter un peu plus. Le upcycling est sur l'espace usine agro du futur Hall 6. Bonjour, Rachel Lassosa, chef de projet R&D chez la Berry Fine Foods. Vous avez parlé d'investissement et de retour sur investissement notamment. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, bon. Après, vous avez compris qu'on a une approche au cas par cas. Donc l'investissement d'un tel va être différent de l'investissement d'un autre. Pour parler d'un exemple qui est tout frais, puisqu'on travaille sur l'exemple produit de la mer, là c'est un de nos travaux du moment qui nous occupe beaucoup. Hein. Sans divulguer de secret, mais quand vous voulez faire ce qui s'appelle de la pulpe de poisson, vous avez la pulpe plus la surgélation pour stabiliser ça. Vous avez un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça dépend des capacités, mais entre 200 000 et 500 600 000. Okay, là, le retour sur investissement va être de l'ordre de 2 ans sur ce produit-là. Après, quand vous allez complexifier, vos investissements vont sûrement monter, mais vous allez aller vers plus de valeur ajoutée. On comprend bien que la pulpe, les blocs congelés de 7,5 kg de pulpe de poisson, c'est un produit assez commodities, je ne sais même pas le dire en français, mais c'est un produit assez basique, donc avec une valeur ajoutée assez faible. Quand on commence à y mélanger des épices, des machins, on augmente la valeur ajoutée, mais on augmente aussi, il faut refaire une série d'investissements. Quand on va aller vers de l'hydrolyse, avec de la concentration et du séchage, là on va atteindre 1-2 millions d'euros. Okay, encore une fois, si vous êtes à l'échelle de 100 kg, ce n'est pas du tout ça. On s'aperçoit quand même que dans beaucoup de secteurs où on n'a pas la petite molécule magique
qui a vraiment une grosse valeur, qu'on va concentrer et qui va aller vers un marché de niche extrêmement intéressant, en général, il faut avoir quand même plusieurs centaines de tonnes, voire milliers de tonnes, pour avoir une bonne rentabilité. Donc voilà, une question de volume, des investissements quand même significatifs. À prendre avec des pincettes. Hein. Mais voilà, du cas par cas. Justement, ça m'amène à une question. Est-ce que vous travaillez aussi la mise en relation avec des filières, des débouchés? On a beaucoup parlé technologie, mais l'aspect commercial fait-il partie aussi de ce que vous pouvez aider à mettre en œuvre? C'est absolument essentiel. Encore une fois, l'industriel de l'agroalimentaire connaît les acheteurs de l'agroalimentaire. On va quelquefois les amener vers les mêmes acheteurs, mais c'est extrêmement rare. En général, on se passe du marché A vers le marché B, C et D. Et les acteurs de ces trois marchés-là sont inconnus de notre client. Donc évidemment, et ça c'est assez tôt dans de notre projet, nos projets ils occupent du début de la relation jusqu'à la mise en place de l'usine, c'est 1 an à 2 ans. Hein. Mais après 6 mois, on va, avec notre client, aller voir les acheteurs. Et effectivement, cette mise en relation est essentielle puisqu'il ne connaît pas les marchés. Entendu Frédéric, merci pour votre réponse. Le temps pour une dernière question dans la salle ou via le chat. Là-bas. Alors oui, une question là-bas. Merci de vous présenter avant votre question. Bonjour, c'est une Kemner, ingénieure R&D chez Prova. Comment vous abordez les aspects réglementaires au niveau des ingrédients du coup et la traçabilité? Alors, pour nous, la traçabilité, en fait, excusez-moi, la traçabilité devient en fait un atout dans les coproduits, tel qu'on le gère. Actuellement, la traçabilité d'un coproduit tel qu'il est géré de manière centralisée, elle est perdue, hein, puisqu'on va mélanger tout un tas de coproduits qui viennent de tout un tas de générateurs de coproduits. On va les mélanger et on va en faire un produit pour l'aquafeed ou pour le feed, ou voilà. Donc la traçabilité est perdue. Nous, on utilise en fait souvent le système de traçabilité de nos clients. On a juste généré un autre produit alimentaire ou un autre produit que le client peut gérer avec son système de traçabilité. Okay ? Et il y a même un... Alors encore une fois, si je reviens à ce cas produit de la mer, il y a même un autre avantage, si je reviens sur la pulpe de poisson, c'est qu'il peut même être intéressant de ne plus mélanger, quand ce n'est pas aberrant d'un point de vue économique, organisationnel dans l'entreprise, il peut même être intéressant de ne plus mélanger les espèces de poissons, par exemple, dans ce cas précis, mais de travailler sur du mono-espèce. En l'occurrence, si vous connaissez le secteur des produits de la mer, les marailleurs peuvent traiter des espèces qui vont être MSC, Marine Stewardship Council, donc des espèces qui vont être développement durable, et d'autres qui ne le sont pas. Donc il peut dire, toutes les espèces MSC, je les mets dans ce container-là et il va être traité à part. Comme ça, je vais pouvoir vendre des futurs produits alimentaires MSC avec mes coproduits. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais la traçabilité, c'est plutôt mieux pour nous, on peut la gérer. Alors, il y a l'aspect traçabilité, mais il y a l'aspect réglementaire et en termes de nouveaux ingrédients ou Ah, je n'avais pas compris ça, oui. Ouais. L'aspect novel food éventuellement en fait. Ouais. Ah oui. Potentiellement en fait, parce que du coup c'est pas forcément des ingrédients qui sont de base autorisés quoi. Alors là effectivement c'est évidemment un sujet à explorer en amont puisqu'il détermine la viabilité du projet. Alors évidemment oui, on pourrait arriver sur du novel food. Comme je vous disais en blaguant tout à l'heure, l'innovation n'est pas dans ce type d'innovation, ça c'est pas obligatoirement ce qu'on va rechercher. On va déjà amener notre client sur des marchés qui existent, parce qu'il est déjà bien perdu sur ces marchés-là, parce que ce n'est pas les siens. Alors aller l'amener sur des novel food, oui, on le fera, c'est sûr. Mais ce n'est pas la priorité. Il y a d'autres voies à explorer. Et ça prend 2 ans, hein, novel food, au moins. Donc, merci Frédéric pour votre réponse. Il est temps effectivement de passer à la séquence suivante. On peut non, je ne partirai pas, je à reste. Niveau Frédéric.